Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec le docteur Delpine, toujours sur la sécurité sociale, et on va pouvoir répondre aux questions des métanautes. Il y a pas mal de questions. Déjà, voilà, on me demande si vous êtes nombreux en France à tenir votre discours parmi la profession. Non, parce que nous sommes muselés. Nous sommes muselés par le Conseil de l'Ordre et aussi par les contre-pouvoirs des laboratoires qui agissent sur nos supérieurs. Mais le Conseil de l'Ordre vous condamne dès que vous dites quelque chose qui est susceptible de porter atteinte à la notoriété des confrères ou à l'honorabilité. Or, comme par hasard, lorsqu'on traîne ma femme dans la boue ou qu'on la calomnie, personne ne s'en occupe. Le Conseil de l'Ordre ne va pas porter plainte contre les confrères qui le font. Mais si par malheur je donne un nom de médecin qui n'agirait pas bien, je serai condamné par le Conseil de l'Ordre. Donc tout médecin inscrit au Conseil de l'Ordre qui a le courage de dire une vérité sera condamné pour avoir dit cette vérité. L'exemple le plus récent est quand même Robert Debré et Venn. Ils ont dit des vérités dans leurs livres, d'ailleurs ils n'ont pas été traînés en justice pour diffamation, il n'empêche qu'ils ont été parfaitement condamnés par le Conseil de l'Ordre. Donc nous avons actuellement en France un tribunal qui a été créé par Vichy pour réprimer les résistants et les juifs, et qui agit soi-disant au nom du peuple français dans l'opacité la plus anormale. Alors, dans ce Conseil de l'Ordre, il y a des gens bien, il ne faut pas condamner, mais c'est le principe d'une juridiction à part qui échappe à la juridiction commune qui est totalement intolérable. Oui, parce que le Conseil de l'Ordre, donc, a un pouvoir de sanction... Il a un pouvoir total, puisque moi j'ai été traité 3 fois devant le Conseil de l'Ordre, bien entendu, jamais à la demande d'un malade, mais uniquement par le Conseil de l'Ordre, et ils pouvaient m'interdire d'exercer à vie, ça fait partie des sanctions qu'ils ont le droit de distribuer. C'est quand même un sacré moyen de pression donc, pour les médecins. C'est un moyen colossal. Oui. Alors je rappelle aussi que là maintenant, le ministère s'est doté d'une inquisition qui est l'Agence régionale de santé, qui peut interdire à n'importe quel médecin d'exercer. Nous avons eu ainsi un professeur de l'hôpital Henri Mondor, qui est quelqu'un de très connu, qui est capable de faire des greffes de visage, et il avait un peu déplu à son directeur, il y avait soi-disant des problèmes d'argent à l'hôpital, ça a été raconté, je n'en sais rien, et l'ARS a décidé de le suspendre. Et on n'accusait pas d'une faute médicale ou quoi que ce soit. Il y avait un conflit avec son directeur, on le suspendait d'exercer. Donc nous avons à la fois le Conseil de l'Ordre et l'ARS qui peut vous suspendre, quels que soient vos diplômes, quelles que soient vos choses, et ça sans recours devant les tribunaux normaux où on serait jugé devant le public au nom du peuple français. Je trouve que le Conseil de l'Ordre peut encore exister, pourquoi pas, mais le fait d'avoir le droit de juger, indépendamment de juges professionnels et indépendamment du public du peuple français, est parfaitement scandaleux. D'accord, c'est un peu on a le même problème dans la justice aussi, où les gens sont... Voilà, malheureusement, la justice a un peu tendance aussi à passer aux ordres. On a pu le vérifier sur un certain nombre de dossiers. Les piliers de la démocratie, c'est l'information et la justice. Et ces 2 piliers ont été totalement foulés aux pieds. Oui, parce que la justice a tendance à prendre plutôt le parti des laboratoires, c'est ça, à minimiser les choses? Non, ils prennent le parti du pouvoir. Mais comme le pouvoir est maintenant passé dans les mains du laboratoire, ça revient au même. Alors, on me dit, c'est vrai, comment voyez-vous l'avenir de la prise en charge de ceux qui sont atteints des 100% ALD dans le cadre du soi-disant trou de la sécurité sociale? Eh bien, ou bien on se battra suffisamment pour boucher le trou avec les mesures que je donne, et dans ce cas-là, ils peuvent être tranquilles, ou bien la population continuera à se désintéresser du problème, en tout cas de ne pas réagir suffisamment fort. Parce qu'actuellement, à chaque fois que nous parlons à la population générale, heureusement, la plupart de la population est en bonne santé. Et ils se foutent des autres. Les maladies, c'est pour les autres. Tant qu'on est jeune et bien portant, on ne voit pas pourquoi on s'occuperait de ça. Et puis les malades, ils sont fatigués, ils ne sont pas en état de se battre. Donc ce divorce entre les intérêts des bien portants, qui seront forcément malades un jour, je veux dire. Dans la vie, on est jeune, puis un peu moins jeune, puis vieux, et puis malade, et puis on meurt. C'est la vie. Et c'est une règle, on n'est pas forcé de passer par la case maladie, mais c'est quand même l'occurrence la plus fréquente. Eh bien, il faut s'occuper, quand on sera malade, bien avant.
Et actuellement, il y a un désintérêt considérable. Je ne vois pas de parti politique qui prône les progrès de la sécurité sociale en permettant des économies. Je rappelle bien, si on veut sauver la sécurité sociale, il faut faire les économies où ça ne fait pas mal pour les malades. Ça ne fait pas mal non plus pour notre industrie, je veux dire celle qui est productive, je ne parle pas des prédateurs. Alors, on nous demande aussi, voilà, que pensez-vous du protocole d'André Gernès de prévention du cancer? Je ne préfère ne pas répondre sur les problèmes médicaux. Aujourd'hui, je ne répondrai pas à aucun des problèmes médicaux, ce n'est pas une consultation. D'ailleurs, je n'ai plus le droit de faire de consultation puisque je ne suis plus au Conseil de l'Ordre. J'ai supprimé mon adhésion avec un énorme plaisir pour récupérer ma liberté de citoyen et de parole. On me dit dites-moi pourquoi la Caisse d'assurance maladie a fait une grande campagne d'examen de santé gratuit. Est-ce que c'est dans une optique de fichage? Parce que, d'une part, la Caisse de sécurité sociale obéit aux ordres du gouvernement. Je vous rappelle qu'elle n'est plus indépendante, ce n'est plus la sécurité sociale. C'est l'agent d'exécution du ministre qui nomme le président national de la sécurité sociale, d'une part. Et d'autre part, il existe un certain nombre de gens qui croient qu'en faisant des examens préventifs, on améliore les choses. Malheureusement, les preuves de cela sont extrêmement fragiles. Et à chaque fois qu'on part avec des épidémiologistes sur des examens sérieux, on a beaucoup de mal à montrer que ça sert à quelque chose. On me dit qui sont les vrais mutuelles. Ça, c'est une question très importante. Les mutuelles sont des entreprises qui sont sans but lucratif. Pour qu'elle soit une vraie mutuelle, il faut qu'elle passe son temps à répartir les risques entre tous ses adhérents. Et également qu'elle ne paye pas trop son directeur et qu'il n'y ait pas trop de frais de fonctionnement, disons, somptuaires. Pas de grosses voitures, de résidences secondaires payées par la mutuelle, etc. Je n'ai pas non plus, mon éthique m'interdit absolument de proposer une mutuelle plutôt qu'une autre. J'en connais certaines qui paraissent saines, mais je n'ai pas regardé leurs comptes. De toute manière, la seule mutuelle qui soit saine, c'est la sécurité sociale, quand on créa la mutuelle de la sécurité sociale. Celle-là, c'est 3% de consommation. Toutes les autres mutuelles, et même si une mutuelle est honnête, même si elle n'a pas de frais exagérés, elle sera obligée, de faire de la publicité pour lutter contre les assurances privées, donc c'est autant d'argent qui ne reviendra pas aux malades, hein. Et deuxièmement, elle est obligée par la loi d'avoir des réserves. Ces réserves que le gouvernement envisage de voler quand il pourra. Donc c'est autant d'argent qui ne va pas aux malades. Et en plus, cette mutuelle, de toute manière, elle est taxée au total aux environs de 20% des flux financiers qui passent dans ses mains. Donc même la meilleure des mutuelles vous coûtera inutilement de l'argent. Oui, dans le meilleur des cas. Ouais. Et alors si c'est une assurance privée, ça vous coûtera encore plus cher, parce qu'il faut y revivre des actionnaires et le directeur qui a en général un très bon salaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, les banques peuvent vous vendre des assurances, des... Voilà. Et d'ailleurs, si on ne fait rien, si on ne redresse pas la barre, les vraies mutuelles n'existeront plus. Elles sont toutes reprises en main par les assurances. La puissance financière fait la différence. Ils ont un réseau énorme, puisqu'ils ont déjà toutes leurs agences, etc. C'est pour ça. Une force de vente supérieure. C'est ça. Et ils pourront faire plus facilement de la publicité à la télé, alors que les vraies mutuelles ne peuvent pas. Oui. Parce que c'est trop cher, une petite mutuelle. Oui. On arrive à la concentration, à la disparition des vraies mutuelles. Oui, donc c'est on va dire, la loi des multinationales, ça arrange bien les grosses sociétés. L'évolution est faite pour la bourse, soyons clairs. Alors, on me dit aussi, après tout ce que vous avez exposé, doit-on continuer à se faire vacciner ou non? Ou est-ce que les vaccins sont vraiment utiles? Alors, en France, actuellement, contrairement à tout ce qui est raconté partout, je dis bien en France, pour un Français qui est resté en France, qui n'a pas d'antécédent particulier, les vaccins peuvent être jugés globalement inutiles. Alors, si on va à l'étranger, en Afrique, c'est différent. Il y a là-bas des virus qui tuent volontiers et qui n'ont pas de traitement connu. Mais pour reprendre le tétanos, il y a moins de 10 cas mortels par an en France. En plus, si on traite correctement les plaies, ça n'arrive pas. Et on peut toujours faire un sérum. Donc, il n'y a pas de raison de vacciner contre le tétanos, puisqu'on peut faire un sérum anti-tétanique. Mais la bonne prévention, c'est quand même le nettoyage soigneux des plaies, tout particulièrement des plaies souillées, à de terre ou à risque. Alors dans certaines professions, telles que ceux qui sont en contact avec les chevaux, ça peut se discuter. Mais en tout cas, le faire obligatoirement,
je ne crois pas qu'on ait des preuves que ça serve. Et quand l'État nous impose, en fait, puisque aujourd'hui il y a des campagnes de vaccination menées dans les collèges, dans des établissements scolaires, on a vu, il y a eu le cas de parents qui ont refusé que leur enfant soit vacciné, ils ont eu des gros problèmes, quoi. C'est un vrai scandale, c'est totalement un vrai scandale. Il faut savoir que dans les pays voisins d'Europe, les vaccinations ne sont pas forcément obligatoires. Il y a plein de pays où il n'y a pas de vaccination obligatoire. Et ces pays n'ont pas plus d'incidents que nous, en France. En plus, là, on peut comparer, c'est en Europe, on dirait. En Europe, oui, c'est de l'autre côté de la planète. Non, parce que c'est pas en Amérique du Sud. Il est évident que les vaccinations ont certainement été utiles à une époque de la santé où il y avait moins d'hygiène, où le niveau de vie était moins bon, on vivait dans des questions de promiscuité. Mais une vaccination ne peut se discuter que si on est un risque pour le voisin quand on est malade. Or, il y a très peu de maladies contagieuses. Le tétanos n'a jamais été contagieux. Hein? D'accord. Le tétanos n'est pas contagieux. Donc c'est une chose tout à fait certaine. Et beaucoup de ces maladies ne sont pas contagieuses. Là, on nous agite le spectre de la tuberculose. On ne sait pas si le BCG a permis de faire disparaître la tuberculose. Mais si on regarde les tuberculoses en France, c'est avant tout des gens qui viennent d'Afrique. C'est connu, les 3/4 des tuberculeux en France sont des cas importés. D'autre part, la tuberculose a un regain à cause du sida. On sait aussi, c'est la baisse de l'immunité qui fait apparaître cette maladie. Donc, le BCG en France n'a pas d'intérêt démontrable actuellement. Ouais, pourtant, on a vacciné tout le monde de BCG. Oui, mais vraiment, nous sommes le pays, tout de même, de Pasteur. Et c'est une de nos gloires nationales, il faut bien encenser Pasteur. Et puis, l'Institut Pasteur a besoin de vivre, et Sanofi aussi. Et c'est ce que j'appelle la politique de soutien à l'industrie pharmaceutique, qui est volontaire, qui est volontariste par les différents gouvernements. Alors on me dit, docteur Delpine, que pensez-vous de la procédure disciplinaire qui a été engagée par l'Ordre des médecins contre le professeur Henri Joyeux suite aux propos de la polémique sur les dangers de la vaccination? Eh bien, c'est parfaitement scandaleux et ça illustre mon propos. Le Conseil de l'Ordre est une puissance punitive au service des puissants de ce monde et au service du gouvernement et des laboratoires. Il n'y a pas de raison que ce procès ne soit pas tenu devant un tribunal public, ordinaire, et pour les propos s'il est fait. C'est vraiment, c'est Vichy. Le Conseil de l'Ordre, c'est Vichy, ne l'oublions pas. C'est toujours vrai, plus vrai même. Alors, on me dit aussi... Et je dois d'ailleurs féliciter M. Joyeux d'avoir eu ce courage. Même si, parfois, il n'a peut-être pas été assez détaillé dans son expression. Mais il a raison sur le fond, et il a eu un courage qu'il faut vraiment mettre à l'honneur, parce que ce n'est malheureusement pas fréquent en France. Parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, de plus en plus de gens qui refusent la vaccination, quoi, c'est clair. Je pense qu'ils ont globalement raison. Je dis globalement raison, je ne plie pas pour tout. Il y a certains cas où on est plus fragile, où il faut être vacciné. Ça, la vaccination est un acte médical qui doit être traité comme un acte médical, c'est-à-dire qu'on va peser les avantages et les risques. Oui. Et ce peser avantage-risque dépend de chaque individu, de ses antécédents, de beaucoup de choses, donc je ne peux pas vous dire. Mais globalement, il n'y a aucune raison d'imposer des vaccinations obligatoires. Parce que je vois par exemple, bon, tout à l'heure, vous mentionnez justement le fait de voyager, par exemple quand on va en Afrique, on nous impose la fièvre jaune depuis des années. Je crois que celle-là est peut-être utile, oui. D'accord. Parce que la fièvre jaune est vraiment une maladie qu'on ne sait pas traiter et qui tue encore quand même beaucoup. Donc, s'il y a une exception, ce serait la fièvre jaune. C'est celle-là, d'accord. Mais je ne suis pas spécialiste des maladies tropicales, hein, attention, ne me faites pas dire non plus. Non, pas de souci. Alors, on me dit, historiquement, combien coûte la sécurité sociale depuis sa création? C'est vrai, enfin, en gros, vous avez expliqué que la sécurité sociale, ça coûtait pas très cher, en fait, jusqu'en 2000, quoi, à peu près, quoi. Non. C'était à l'équilibre, quoi. Non, elle était à l'équilibre. Coûter, c'est difficile. On connaît les cotisations, donc on sait combien on paye. De toute manière, la sécurité sociale était à peu près à l'équilibre jusqu'en 2000. Il y a eu une rupture en 2000, et c'est simplement parce qu'on s'est mis à charger la barque pour permettre qu'il y ait un trou, creuser le trou, pour pouvoir le vendre au privé. Et c'est une construction politique. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas... On entend dire la population vieillit, c'est pour ça que c'est du baratin. Le trou, il est dans les mesures scandaleuses qu'ont pris les gouvernements successifs, que ce soit les vaccinations, dont beaucoup sont inutiles, peut-être même toutes, j'en sais rien, mais en tout cas beaucoup,
que ce soit les médicaments inutiles, c'est démontré, que ce soit les médicaments qu'on paye 2 fois plus cher qu'en Italie, les mêmes, que ce soit la liste hors liste 2,5 milliards, vous comprenez, on nous augmente la TVA pour récupérer 1 milliard et on donne 2,5 milliards de cadeaux au laboratoire en transformant les malades en cobayes. C'est complètement délirant. Donc c'est un acte, un attentat délibéré politique contre la sécurité sociale pour pouvoir vendre les assurances privées. Et flinguer, in fine, la sécurité sociale. Bien entendu, le but est de faire sauter la sécurité sociale avec l'aide de l'Europe, etc. Voilà, pour s'accaparer le pactole, on va dire. Récupérer ce budget qui échappe scandaleusement à la finance. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, au moins, il est complètement financiarisé. Et en Europe, il y a un pays qui se rapproche de ce que vous prenez, vous, qui a fait cette politique, disons, qui s'est dit, bon, bah, je vais mettre le ménage dans cette politique de santé. Alors, il y a un pays qui est assez curieux, c'est l'Angleterre. L'Angleterre a toujours restreint la soin, puisqu'ils ont fait le National Health Service, ils ont dit la santé est gratuite. Moralité, ça a commencé par de vraies catastrophes, avec des files d'attente qui étaient trop considérables. Donc ils ont commencé à fermer les yeux sur des activités privées qui étaient officiellement interdites, mais qu'ils ont tolérées. Donc la classe politique se faisait opérer à Londres dans des cliniques privées totalement illégales, mais tout le monde le savait, et personne n'y voyait aucun inconvénient, car ça ne touchait pas le budget de l'État. Bon. Et puis après, ils ont quand même, dans le cancer du sein, il y a eu 10 ans, une étude qui montrait que les Anglaises avaient 40% de chances de guérir du cancer du sein. Bon, c'est peut-être il y a 20 ans, hein, je ne sais pas exactement. Et les Françaises ou les autres pays, les Allemandes, 60%. Donc ça fait un énorme scandale en Angleterre, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils ne donnaient pas des drogues les plus efficaces. Donc ils ont fait une rallonge, et les Anglaises, actuellement, ont plus de chances de guérir du cancer du sein que les Françaises. Donc quand on fait ce qu'il faut, on corrige. Après, on s'est rendu compte que pour être traité d'une assurance coronarienne et avoir un pontage coronarien, l'attente était d'1 an et demi en moyenne à Londres, et qu'en 1 an et demi, la moitié des malades étaient morts d'infarctus. Donc ils se sont dit quand même il fallait faire quelque chose, et ils ont autorisé, alors ça l'Europe a agi aussi, l'Europe a dit que si un pays ne pouvait pas assurer à sa population des soins convenables, il devait rembourser les soins faits dans le pays d'à côté. Et donc l'Angleterre, comme les prothèses de hanche, il y a des cliniques à Calais qui ont fait fortune en posant des prothèses totales de hanche, parce que les Anglais avaient juste à se prendre le ferry, alors qu'à Londres il fallait qu'ils attendent 2 ans. Mais c'était une maladie non mortelle, alors que la coronarite, ça tue. Donc il y a eu quelques ajustements difficiles en Angleterre, mais alors sur les médicaments anormalement coûteux, scandaleusement coûteux, les Anglais ont une politique très restrictive où ils disent ils reviennent à la bonne justice, prouver que ce soit efficace avant qu'on les prenne en charge. Et puis si on les prendra en charge, ce sera un prix raisonnable. Donc l'Angleterre fait attention, et d'autre part, les Anglais ont une politique systématique qu'on devrait quand même avoir, et ça je pense que la Cour des comptes devrait pouvoir, de rétro-contrôle, comme on appelle le feedback, de cost effectiveness, c'est-à-dire on étudie le coût pour la société et l'intérêt pour les malades. Et chaque mesure de santé publique prise par le gouvernement est évaluée sous l'angle du cost effectiveness. Et ça éviterait, je pense, par exemple, de continuer à faire le dépistage organisé du cancer du sein qui coûte très cher, qui ne rapporte rien pour les malades, sinon des mutilations inutiles. Oui, puisque vous expliquez tout à l'heure qu'en France, il n'y a pas de suivi de politique de santé. Et ça, la Cour des comptes vient de le dénoncer récemment en disant c'est pas possible qu'il n'y ait pas de suivi avec des indicateurs fiables, parce que si on fait comme l'INCa en disant j'ai fait mieux que l'année dernière, j'avais 80%, je suis arrivé à 85% de suivi, c'est pas intéressant. Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est ça qui est intéressant. Alors, on me dit aussi, avec des produits peu coûteux connus comme l'argent colloïdal, le chlorure de magnésium, l'acide ascorbique, est-il possible de réduire de manière conséquente le trou de la sécu? On n'a pas besoin de ça. On peut prendre des médicaments prouvés, pas forcément les plus récents, mais le plus récent, c'est parfois aussi le plus dangereux. Vous voyez l'exemple des pilules. Les pilules de 4e génération étaient beaucoup plus dangereuses que les pilules de 1re et 2e. Les laboratoires les ont vendues, et nos experts du médicament ont dit que c'était très bien, etc. Et plus que ça, lorsque il y a eu des donneurs d'alerte qui ont dit attention, il y a beaucoup trop de phlébites, et là il faut remercier l'agence française du médicament, elle s'est fait tancer par l'agence européenne du médicament qui dit que c'était scandaleux de dire que c'était plus dangereux. Mais l'agence européenne du médicament est particulièrement pourrie. D'accord.
Elle est connue. Particulièrement soumise au lobby. Oui. Mais ils sont juste à côté. Ils sont à côté, ils sont très nombreux, ils ont énormément d'argent. Je connais quelqu'un qui maintenant n'est plus au niveau européen, mais il était au système des brevets. Ils avaient plein de lois. Il fallait qu'ils traduisent dans les textes les lois, et ils n'avaient pas le temps. Mais c'était pas grave. Les lobbyistes étaient là pour dire on va vous aider, on va vous dire comment rédiger cet article qui vous embête. Nous, on a des spécialistes. Effectivement, ils rédigeaient très bien, mais c'était pas forcément dans l'intérêt de la population. Il rédige carrément les textes en direct. Ah oui. Le ministre, je veux dire, lors de l'application de la clause de transparence écrite par le ministère, par Marisol Touraine, en février 2014, les deux associations anticorruption sont parties du ministère fâchés parce qu'ils ont vu que c'était directement les lobbyistes du LEM qui rédigeaient les textes, ou plus ayant que ce que disait le LEM était intégralement repris systématiquement par le ministre. Donc c'est quelque chose, il n'y a pas qu'en Europe, il n'y a pas qu'à l'Europe que le lobbyiste rédige le texte. Ouais, en France aussi. On me dit aussi, que pense l'invité des médecines alternatives, notamment sur les traitements qui guérissent certains cancers? Je crois qu'il faut être très prudent. Je n'ai rien contre les médecines alternatives, bien au contraire, et mon épouse figure souvent dans les différents congrès de médecine alternative. Beaucoup des affections dont souffre la population bénéficient des médecines alternatives qui sont souvent beaucoup moins toxiques que les médecines traditionnelles. Et en particulier, lorsqu'on interroge les médecins généralistes, 90% des motifs de consultation ce sont des motifs non organiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de maladie grave, on vit mal, on tourne mal. Jadis, le curé soignait ça très bien, il n'y a plus de curé. Donc on est parti voir le docteur, d'autant que le curé n'était pas trop cher, le docteur est remboursé. Et les médecins sont submergés des gens qui ne dorment pas bien, qui ont des soucis. Je ne néglige pas cela, c'est le mal-être. Mais peut-être qu'il ne faudrait pas le médicaliser et en leur éviter les médicaments. Donc si on donne à ces gens-là des médecines alternatives, je pense que c'est un gain à la fois pour la société en coût et pour le malade en toxicité. Par contre, quand on parle de cancer, de vrai cancer, je ne parle pas du cancer dépisté qui n'aurait rien fait à personne tout seul. Quand on parle de vrai cancer, malheureusement, les médecines alternatives ne marchent pas. Enfin, les exemples, je me suis intéressé plusieurs fois à des exemples concrets, nous n'avons pas de preuve qu'elle marche. Je ne peux pas dire qu'elle ne marche pas, mais en tout cas, je peux dire qu'il n'y a aucune preuve qu'elle marche réellement. Alors, ce qui est vrai, en Allemagne, il y a beaucoup de médecines alternatives dans le cancer, en Suisse aussi, les cliniques. C'est vrai que dans ces endroits, on reste à l'écoute du malade, alors que les médecins traditionnels ont un peu tendance, et tout particulièrement les spécialistes, et tout particulièrement les cancérologues, ont tendance à ne plus écouter le malade, et à le voir en 5 minutes. Quand vous allez dans ces établissements, vous avez une demi-heure de consultation, vous avez une consultation comme toutes les consultations en médecine. Donc c'est vrai que ça redonne de l'humanité, et les gens en fin de vie ont peut-être besoin de cette humanité que les médecins n'auraient jamais dû perdre. Mais le productivisme étant, ils l'ont un peu perdu. Et puis, que voulez-vous passer une demi-heure si vous êtes cancérologue? Je suis cancérologue. Bon, je vais passer une demi-heure à un malade, alors que je sais que de toute manière, je ne peux pas décider du traitement. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mentir en lui disant que le traitement qu'on m'impose est bon, bon, il vaut mieux pas le voir longtemps, ça sera moins pénible. Mais ce qui veut dire, alors là, justement, je vais me projeter, on va dire, allez, dans 20, 50 ans. Est-ce que ça voudrait dire quoi? Les médecins vont être directement les employés, cette fois, des Big Pharma, mais cette fois, ce serait l'intégration verticale logique. Ouais, il n'y aurait même plus besoin d'être médecin véritablement, dire bah non, je travaille direct pour Merck, pour machin. C'est ce que mon épouse appelle la robotisation du médecin. Mais c'est le rêve de notre ministre qu'on soit des robots, c'est clair. Ah oui, parce que, je veux dire, à terme, on a l'impression qu'on va enlever cette libéralité. Lorsqu'elle a fait la loi de santé, elle n'a pratiquement pas utilisé le mot docteur. C'est pour ça que je suis fier d'être docteur et docteur en médecine. C'était des agents de santé. Dans les hôpitaux, nous ne sommes plus médecins des hôpitaux. On est praticien hospitalier. C'est totalement différent. Le gars qui nettoie la chaudière de l'hôpital, il pourrait être praticien. Hein? Oui, praticien, c'est-à-dire en fait, bon... On fait de la pratique dans cet endroit. La pratique, voilà. Tout est déjà préétabli, vous appliquez quelque chose qui est préétabli. D'ailleurs, c'est ça... On veut rendre la médecine technique. Alors la médecine n'est pas une technique. On utilise des connaissances techniques, des connaissances scientifiques, mais dans un artisanat humaniste.
C'est un artisanat, on apprend au contact de maîtres qui vous forment petit à petit. Il n'y a pas de grande science en médecine. Ce qui est vrai aujourd'hui est souvent faux demain. Faut être prudent. Hein. Ce que je dis sur les vaccinations, c'est valable actuellement, c'est pas valable dans le passé. Ce sera peut-être plus valable plus tard, j'en sais rien. Et pour ce qui est de la formation des médecins, là aussi, je veux dire, Big Pharma aussi, ils vont mettre leur nez dedans bien entendu, c'est même le drame. Actuellement, on apprend à nos jeunes étudiants à ne pas réfléchir. On les décérèbre. Alors de deux manières. Premièrement, les professeurs ont des liens d'intérêt très puissants avec les laboratoires. Quand vous êtes investigateur du médicament Z, et que vous faites le cours sur la maladie que le médicament Z traite, qu'est-ce que vous allez dire à vos étudiants sinon que le médicament Z est formidable? Donc déjà, dans leur enseignement de base, l'enseignement est pollué par les liens d'intérêt des professeurs. Plus tard, quand ils ont quitté la fac avec leur diplôme de docteur, qui c'est qui leur fait l'enseignement dit post-universitaire? Deux. Un, la petite mignonne qui vient, qui représente le laboratoire, qui nie des liens de gentillesse et d'un climat de confiance, et qui vous apporte la dernière brochure sur le médicament miracle prouvé par le laboratoire X dans la grande revue américaine, en général article qui a été écrit par le service de com du laboratoire et qui a été imposé à la revue en les payant. Hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est des publics rédactionnels. Et à tel point que les Américains ont dénoncé très souvent ce qu'ils appellent les ghost writers, les auteurs fantômes. C'est-à-dire qu'on a des grands noms de la médecine de cardiologie qui ont signé cet article. Les plus grands noms ont dit que le produit Intel était formidable sur leurs études à eux et ils ont démontré telle et telle chose. En réalité, cet article n'a pas été écrit par les professeurs, il a été écrit par le service de com du laboratoire et les professeurs ont touché la grosse pincée pour mettre leur nom à la fin. C'est ce qu'on appelle des ghostwriters. Donc c'est une industrie tout à fait connue aux États-Unis. Mais en France, ça n'existe pas, bien sûr. Alors, on me dit aussi... Alors donc l'autre, je m'excuse, l'autre chose très importante, c'est ce que dénonce le Form Indep, donc formation médicale indépendante, c'est l'enseignement post-universitaire. Alors vous avez donc la petite mignonne qui vient essayer de vous voir toutes les semaines. Moi j'interdisais aux représentants des labos de venir me voir. Bon, c'était simple. La secrétaire savait qu'elle devait interdire. Bon. Et deuxièmement, les réunions patronnées par l'ordre des médecins, par des associations de médecins, est rendu obligatoire de formation médicale continue. Rendu obligatoire par la loi. Le médecin est tenu de suivre ça, il touche des points quand il va. Et ces formations, elles sont assurées par qui? Par les laboratoires. C'est eux qui payent le repas, c'est eux qui payent la salle, c'est... D'accord. Donc en fait, maintenant, ils interviennent à tous les niveaux de la formation, ils ont la chaîne. Le suivi professionnel. Et ils éliminent tous les esprits indépendants. On est dangereux. À partir du moment où on est indépendant, on est considéré comme imprévisible, donc dangereux. Oui, parce que le laboratoire, on va dire, entre guillemets, qui va avoir un médecin dans le collimateur, il va avoir en fait après des leviers pour pouvoir mettre la pression au médecin véritablement ou pas? Non, je ne pense pas. Non, ça se fait de manière spontanée. Le laboratoire n'organise pas un plan, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il a ses agents d'exécution pour ça. Il a tous les gars qui le payent, tous les professeurs qui le payent, qui le font, eux. Pourquoi t'ont fermé le service de ma femme? Quelle est la raison? Il n'y a aucune, sinon qu'on gênait les essais thérapeutiques, c'est tout. Mais aucun laboratoire n'a directement eu besoin d'agir. Ils ont laissé la communauté médicale scientifique qui tient à garder ses prérogatives et surtout qu'il ne puisse pas y avoir de voix qui les dénoncent. Donc entre guillemets, c'est pas vos pairs qui font le sale boulot, quasiment. Oui, bien sûr, comme dans le Conseil de l'Ordre, c'est nos pairs. C'est pas les laboratoires qui agissent. Ils n'ont pas besoin de ça. Enfin, on a vérifié, durant la Résistance, que le courage n'était pas la première qualité des Français. 5%, hein, pas plus. 5% de résistants en 40. Ouais. Par contre, vous m'avez dit qu'il n'y a eu aucune déclaration donc, de blessés par balle, alors que les médecins avaient l'obligation de le faire. Oui, mais parce que c'était trop récent. Le Conseil de l'Ordre a été créé, était trop récent, et c'était quand même totalement opposé au serment d'Hippocrate, qui avait une valeur. Je rappelle que le serment d'Hippocrate, qui a été inventé par Hippocrate dans la Grèce antique, n'avait pratiquement pas subi de modification sensible jusqu'il y a 2 ans, où le ministre de la Santé a encore changé le serment d'Hippocrate. On doit maintenant considérer les intérêts de la société. Ça veut dire quoi? Normalement, le médecin, dans sa décision, n'est revenable qu'envers son malade. Ouais.
C'est ça, le serment d'Hippocrate. Bah, c'est ce que tout le monde pense, mais là... Oui, mais il a été modifié, le serment d'Hippocrate, il faudra Parce que, je sais pas, les intérêts de Sanofi, ça fait partie des intérêts de la société. Non, mais c'est la société de la sécurité sociale qu'on entend par ça. Non, c'était pas, regardez le laboratoire, n'exagérons pas. La sécurité sociale, mais n'oublions pas que la sécurité sociale est complètement au service du gouvernement, du ministre de la Santé, et qui elle-même a des liens très forts avec l'industrie, donc ça ne se cache pas, elle s'enorgueillit d'être proche de l'industrie pharmaceutique. Donc, donc indirectement, on demande à tout le monde de se courber, quoi, en fait. Bah oui, bah oui. On précise aux médecins d'entrée, vous devrez vous plier à la règle, quoi. Il faut que vous sachiez quand même que lorsqu'on a parlé de la fermeture aussi de ma femme, donc les malades ont commencé à se mobiliser, certains à faire la grève de la faim. À la sortie du Conseil des ministres, Marisol Touraine a dit « Le service de Madame Tolépine fermera ». À la sortie du Conseil des ministres. Comme si c'était une chose aussi importante qu'un petit service. Ferme pour un praticien qui part à la retraite. Oui, donc il y avait vraiment une... C'était vraiment politique derrière, quoi. Ça confirme encore plus oui, le fait politique. D'ailleurs, on me dit, oui, que pensez-vous du démantèlement du système hospitalier public français sous prétexte d'économie, là aussi, n'y a-t-il pas un risque en même temps que la disparition des fonctionnaires de voir disparaître le droit d'être soigné? C'est-à-dire qu'on atteint carrément, c'est vrai, le droit fondamental d'être soigné. On atteint les droits fondamentaux des citoyens de décider de leur traitement et d'avoir ces soins qui sont dans la... Je l'ai rappelé, hein, c'était la deuxième diapositive, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, oui, malheureusement, on atteint là les bases, les fondements de la démocratie. De la même manière que le fait d'imposer les essais thérapeutiques, on atteint au plus ignoble, on atteint au nazisme. Les médecins nazis, lors du procès de Nuremberg, ceux qui ont été pendus pourquoi? Non pas parce qu'ils étaient nazis, c'était pas une cause de condamnation. Sinon il aurait fallu exécuter presque tous les Allemands. Mais simplement parce qu'ils avaient fait des essais sur des gens qui n'étaient pas en état de donner un consentement libre. Heureusement, c'était des prisonniers de camps de concentration, ils n'avaient pas le choix. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas donné leur consentement libre qu'on les a pendus. C'est pas pour autre chose. Il faut relire. Relisez le procès des médecins à Nuremberg, c'est passionnant. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Mais c'est exactement, on refait la même chose. Pour le bien supposé de la société, il faut améliorer les traitements, donc il faut faire des essais, on vous colle d'office dans les essais sans vous demander votre avis. Pour les enfants, c'est pire. Si les parents disent non, on les envoie au juge, on les dessaisit de l'autorité parentale et on fout le malade. Oui, vous avez plein d'exemples. Si les parents refusent... On leur retire l'autorité parentale ou on les menace. J'ai encore beaucoup de gens qui me joignent et pour me raconter qu'ils ont été menacés. Alors maintenant, nous avons un avocat qui est un militant et qui se bat pour essayer de faire respecter le droit fondamental des gens à choisir leur traitement et qui n'existe pas pour les enfants, enfin pour les parents des enfants. Et qui, actuellement, en Belgique, est bafoué même pour les adultes. C'est-à-dire que si vous refusez un traitement, on commence par dire que vous êtes fou. Et après, comme vous êtes fou, on vous enferme. Et on fait le traitement. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas choisir. Les incapables majeurs, ça se fait comme ça, les gens déclarés fous. Ah non, mais c'est vraiment... Donc nous sommes dans une société dramatique. Je dis bien, nous ne sommes plus vraiment dans une société démocratique. L'information n'est pas libre. Hein, c'est très bien contrôlé. La justice est souvent aux ordres. Heureusement, il y a plein de juges, il y a des gens qui se battent, hein. Il y a plein de gens qui ont une déontologie scrupuleuse et qui font tout leur possible. Et bravo pour ces gens-là. Les avocats et les médecins non plus ne sont plus libres. Il faut se battre. En fait, c'était presque les dernières professions où il y avait justement... C'est ce qu'on appelle les professions libérales. Professions libérales, voilà. Oui. Et on vous enlève cette liberté, précisément. Absolument. On va en faire quoi? C'est bizarre, c'est pour ça que je parlais de faire des employés. Mais ils préféraient... Alors, il faut voir, dans la loi de santé, un début est délégué aux infirmières des tâches de médecins. Des tâches qui étaient dans le code de santé publique réservées aux médecins sont maintenant données à des infirmières. Qui parfois n'en veulent pas, d'ailleurs. Certains syndicats disent qu'ils n'en veulent pas. Mais en particulier en obstétrique, c'est tout à fait net. Mais la ministre a dit qu'elle voudrait déléguer un maximum de choses aux infirmières, soi-disant pour rendre leur métier plus intéressant. Ma mère était infirmière, son métier était très intéressant sans qu'elle fasse des tâches de médecin. Parce qu'on a inventé le diagnostic infirmier. C'est ridicule, on en fait des gens qui ont envie d'être médecins et qui ne le seront pas, donc qui seront des aigris. Il ne faut pas donner à des gens des choses...
En plus, le diagnostic infirmier, quoi, c'est non, mais c'est du le médecin vent. ne s'en sert pas, quoi, j'imagine. Non, mais on peut pas. Je veux dire, on fait quand même quelques études, quelques années d'études pour faire un diagnostic. On se trompe parfois. C'est pas facile de faire un diagnostic. Alors, il faut être un peu raisonnable. Mais on est dans un système de flatterie, comme on donne le bac à tout le monde, et après les gens pleurent, j'ai le bac et j'ai pas de métier. C'est pareil. Donc non, ils rêvent que tout le monde soit aux ordres. Leur rêve, c'est d'avoir un gros ordinateur et du ministère de pouvoir diriger toute la nation. Alors, vu qu'on arrive à la fin, je vais prendre les dernières questions. On me dit, pensez-vous que le remboursement partiel de l'homéopathie soit justifié ? Oui, parce que c'est quand même beaucoup plus anodin que les médicaments traditionnels. C'est quand même, là, l'innocuité est quand même, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est au moins pas toxique, c'est un avantage majeur. Et finalement, c'est plutôt moins cher qu'une consultation de spécialiste qui vous donne 5 médicaments, dont 4 sont inutiles. Encore. Alors, on me dit, est-il vrai que le prix des vaccins de base a triplé pour cause de rupture ? Alors, non, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est tout à fait vrai. Non, il n'a pas triplé à cause de rupture. Les laboratoires, c'est très simple. On a un vaccin, mettons le tétanos, je ne peux pas vous donner le prix, parce que quand j'ai étudié, c'était de 83 €, mais entre-temps, ils ont changé 15 fois de truc. Et puis, ils ne font plus jamais de vaccins tout seuls. Ils les associent. Alors, et c'est vrai que, comme quand même beaucoup de gens regardent ce qui se passe à l'étranger, se rendent compte qu'ailleurs, il n'y a pas d'obligation vaccinale, les gens commencent à gueuler contre les vaccins systématiques et obligatoires. Donc la question a été posée au plus haut niveau de l'État, la réponse est que seuls 3 vaccins resteront obligatoires. Mais les laboratoires, ça ne fait pas du tout leur intérêt, 3 vaccins. Donc ils ont organisé la pénurie des 3 vaccins. On ne peut plus trouver les 3 vaccins obligatoires associés. D'accord, c'est clair. Et à la place, on trouvait les 3 vaccins plus 3 autres, qui étaient effectivement 3 ou 4 fois plus chers. C'est une escroquerie des laboratoires, avec, bien entendu, l'accord du ministère. Parce qu'il suffisait de taper sur la table en disant non, on veut. Voilà. Alors, pour les gens qui ont crié très fort, on leur a donné gratuitement, je crois, j'ai eu des cas où on m'a dit, je n'ai pas vérifié, on m'a dit par téléphone qu'on leur avait donné gratuitement un vaccin uniquement à 3 valences, les 3 trucs obligatoires, mais qui, comme par hasard, n'était pas le vieux qu'on avait déjà dit, mais un nouveau avec de l'aluminium. Alors, on craint quand même que l'aluminium soit en cause dans beaucoup des complications des vaccins. D'accord. Alors, allez, dernière question, je les reprends. On me dit, d'après les médecins, il y aura un retour de coqueluche en Europe et actuellement on pousse les mères et les bébés à se faire vacciner à la maternité. Bien entendu, il faut que les labos gagnent des sous. Parce que c'est les labos, parce que là, moi, il y a eu pas mal de rumeurs, par exemple sur le H5N1, en tout cas, ça nous a donné conscience que justement, les laboratoires pouvaient orchestrer des campagnes Totalement. de com, voilà, à travers les médias. C'est leur métier. Voilà, les laboratoires pharmaceutiques, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Regardez le médicament là contre l'hépatite. Il y avait 200 experts mandatés par le ministère. On estime que la moitié avait des liens d'intérêt très forts avec le laboratoire. Donc c'est pas 2, 3, il y a des empêchants. D'accord. Mais quand vous gagnez 600 millions, vous pouvez vous payer 100 experts, puisque vous les gagnez grâce à eux. Sans eux, vous n'avez rien. Bon, pour la coqueluche, dès qu'il y a une petite maladie qui arrive en Europe, alors là, vous êtes sûr que tous les journaux vont en parler, que ça va être aux infos, et puis qu'on va avoir les experts pro-vaccination qui vont parler, pas les autres. Il y a eu une émission au moment où les médecins ont fait une pétition contre le garde d'asile, en disant le garde d'asile, c'est un mensonge de dire qu'il a le cancer, qu'il évite le cancer, puisque personne n'a pu le démontrer. 2, c'est peut-être toxique. Donc 3, il faut le mettre en expérimentation et voir ce que ça donne, et si ça marche dans 20 ans, on le donnera. En attendant, favorisons les frottis. Donc on a été 700 médecins français à signer cette pétition. Bon, ça fait un peu de bruit, un peu de buzz, et j'ai été interrogé par une des grandes chaînes de télévision nationales sur le sujet. Ils ont fait une interview d'une demi-heure, dans laquelle est passé 10 secondes, où je disais que j'étais pas pour le vaccin. Mais aucun de mes arguments n'a été donné. Et en échange, on a eu le comité vaccinal qui a dit mais le comité vaccinal de 10 experts, aucun nom, aucun lien d'intérêt donné, dit que c'est très important de le faire. Donc moi, je passe 10 secondes et eux passent 1 minute et demie. Ouais. Et c'est systématique. Ouais, parce qu'ils tiennent vraiment le système, quoi. Ah oui, ça...
Alors, on me dit, allez, une dernière question, on me dit, Monsieur Delpine, pourquoi ne pas organiser entre médecins et militantisme une fronde, une manif, voilà, une action, et peut-être, voilà, un peu, il prend l'exemple des journées de retraite de l'école, peut-être des journées de retraite de la médecine. Est-ce qu'il n'y aura pas une grande action de toute la profession, quoi? Je rappelle que la profession est dépendante des autorités, directement. On peut vous interdire d'exercer par le Conseil de l'Ordre. Mais s'ils sont trop nombreux, on ne va pas empêcher... Les médecins ne sont pas très nombreux. Les médecins sont pas très nombreux. Les médecins ne sont rien tant qu'ils n'ont pas d'appui par leurs patients. Donc les patients ne se rendent pas compte que c'est pour eux qu'on se bat. Or, la mobilisation contre la loi de santé a été importante. Il y a quand même eu 50 000 médecins qui sont venus à Paris manifester. Oui, tout à fait, oui. Et qu'ont fait les malades? J'ai trouvé 2 associations de malades seulement qui étaient venues de province. Et il y avait 50 membres à chaque fois, pas plus. Donc les malades sont complètement absents. Ils se laissent berner, ils ne s'intéressent pas à leurs médecins. Ils n'y comprennent pas grand-chose, j'ai l'impression. Oui, mais enfin, ils n'essaient pas non plus forcément de comprendre. Parce que pour vivre bien dans notre société, il faut être blanc, riche, jeune et beau. Et les malades, non, les malades et la mort, on ne doit jamais en parler. Alors je rappelle toujours, en manière de boutade, mais que la vie est une maladie sexuellement transmissible et constamment mortelle. Donc nous savons que nous allons mourir. Il ne faut pas avoir peur de la mort, elle arrivera de toute manière. Donc il faut penser à la vie et penser aux générations futures. Et donc si je me bats pour la sécurité sociale, c'est pour les générations futures. Eh ben, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, docteur, d'être venu. Non, c'est un plaisir et j'espère simplement qu'on pourra parler de ces choses. Mais bon, là, il y a un mouvement anticorruption qui vient d'apparaître avec Rivasi. Allez dans les mouvements anticorruption. Moi, je ne suis pas un homme politique. Mais par contre, je suis de tous les combats où on met en jeu la médecine. D'accord. Bah, je pense qu'en tout cas, ce soir, le message est passé. Et pour tous ceux qui se posaient des questions sur la sécurité sociale, je pense qu'il y a eu beaucoup de réponses de données, aussi bien pour son fonctionnement et de pourquoi ce mal de la Sécu, parce qu'on pourrait parler presque d'un mal de la Sécu, parce qu'on nous parle de... Un mal créé. On nous fait culpabiliser, parce qu'on fait culpabiliser les gens. Bien entendu, vous êtes responsable du déficit, alors que c'est pas eux, c'est le ministère. Faut arrêter, c'est le ministère qui supprime la liste, sans compter qu'il y aura moins de complications avec ces produits pourris. Ouais, parce qu'on nous fait culpabiliser, puis aussi, quand ils retirent des droits, ils expliquent que c'est pour notre bien. Moi, je me rappelle toujours du discours de Roselyne Bachelot quand elle parlait de franchise, mais quand elle avait imposé les franchises, elle disait « Mais c'est pour votre bien, et puis comme ça, on remboursera mieux. » C'est l'argument à l'envers. Mais c'est ce que dit un homme qui bat sa femme. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, chérie. Bah, merci beaucoup. Faut pas se laisser battre. Faut pas se laisser battre. Refusez surtout, mesdames. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à la régie. Merci à tous les métanautes connectés. Ils étaient nombreux aujourd'hui. L'Ardéchois, Whiteman, Lancé Franc, Iris, Pierrot Desbois, Anne Desbois, Faye, Patatrac, Sefi, Bryce, Wadman, Gâche Espoir, Beetlejuice, Yosh, Astron, Sunzu, Zébulon, etc., Émilie, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, pour la dernière de la saison, parce que c'était l'avant-dernière aujourd'hui. Et voilà, après c'est les vacances, donc demain, la dernière chance pour la libre antenne. Et c'est normal, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, 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 ciao.